Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va étudier le nouveau paquet aventure du Seigneur des Anneaux, là, premier paquet du cycle 9. Ça s'appelle le Kourou Destructeur. Alors, autour de ce paquet, il y avait beaucoup de mystères, puisque, contrairement au paquet suivant, aucune carte n'avait été spoilée, donc on attendait. On ne savait pas exactement ce qu'il allait avoir, et puis la semaine dernière, on a enfin eu le contenu de ce paquet. Apparemment, il y a du très gros, il y a du très lourd. Du coup, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour analyser les comme ça qui me viennent à l'idée avec les cartes de ce paquet. Voilà, donc ça fait directement suite, hein, bien évidemment, à l'histoire La Revanche du Mordor. Donc, ce sera celui qui arrive juste après. Ça s'appelait le Temple Maudit. Donc dans le petit feuillet de règles là, on voit que c'est difficulté 7, donc ça va être plutôt costaud. Et à voir les deux premiers paragraphes, là il y a marqué qu'il faut contrôler des lieux ou perdre des lieux, donc je suppose que ça va être le but de ce scénario, de contrôler des lieux dans une cité, puisque en feuilletant vite fait là, les différents lieux, on voit qu'ils sont tous cités, donc ça veut dire qu'on va se battre dans une ville. Ça a l'air d'être plutôt plaisant. L'objectif de cette vidéo, ça va être d'analyser les cartes. Donc on va regarder les cartes. Donc moi j'ai eu que les cartes en anglais jusqu'à présent, donc je les découvre en français en même temps que vous. Et ça va me permettre de confirmer certaines choses que j'espérais, notamment ce taurin là, taurin homme de pierre. J'avais beaucoup de craintes puisque je suis pas parfaitement anglophone. Je ne savais pas comment ils allaient le traduire et j'espère qu'il n'y avait absolument aucun rapport avec taurin écu de chêne. Et effectivement, apparemment, il n'y en a aucun puisqu'il n'a pas le même nom. Alors c'est un héros tactique qui a 9 de menace, 1 en volonté, 3 en attaque, 1 en défense et 4 points de vie. Donc c'est plutôt des stats intéressantes, hein. C'est les stats de Legolas. Donc Legolas que moi je trouve être un bon héros, hein. Donc c'est intéressant d'avoir 4 points de vie de toute façon pour un héros, puisque ça vous permet de prendre des attaques sans défense avec plus de sérénité. Et puis 3 d'attaque pour un héros, à part Beorn. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de héros qui aient plus de 3 en attaque de base. Non, ça devrait être bon. Après les traits, il est nain, noble et guerrier, donc c'est 3 super bons traits, hein. Parce qu'avec le noble déjà vous pouvez utiliser l'émissaire de Pélargir. Donc ça va vous permettre de déplacer des ressources qui ne viennent pas forcément de lui. Donc ça c'est bon. Avec le trait guerrier, on peut jouer des très bons attachements comme le capitaine du Gondor. Il doit y avoir l'épée du guerrier. L'arc d'If aussi. Ça va bien aller. En plus, sa compétence, elle fait que quand Taurin, homme de pierre, est déclaré comme attaquant, défaussez la première carte du deck pour infliger 1 point de dégâts à un ennemi engagé au combat avec vous. Défaussez la première carte du deck, de votre deck, pour infliger 1 point de dégâts à un ennemi engagé au combat avec vous. Donc on n'est même pas obligé, hein, si je comprends bien cette carte, on n'est même pas obligé de choisir le personnage contre lequel il attaque. Donc vous pouvez commencer à mettre le petit point de dégâts qui va manquer pour tuer un ennemi. Par contre, comme c'est au moment où il est déclaré comme attaquant, il faut quand même défendre tous les ennemis, ça change rien. Donc de toute façon, moi quand j'avais préparé cette vidéo, déjà la première chose que j'avais constaté, c'est que contrairement à ce qu'ils ont fait pour les deux daims pieds d'acier, ici qui avaient exactement le même nom et donc on ne pouvait pas les jouer ensemble, là au moins ils ont fait l'effort de sortir enfin un nouveau personnage qui n'a rien à voir avec le taurin écu de chêne, hein. Donc j'ai cherché sur internet et effectivement ils sont de la même famille, ils sont cousins éloignés et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de rapport entre ces deux personnages, et de toute façon il est bien marqué dans les règles qu'il faut que le nom soit absolument identique pour ne pas avoir droit de jouer les deux cartes. Donc du coup, dans un deck nain, alors je pense pas qu'il y ait de combo avec ce taurin là, mais si jamais vous voulez, vous pouvez jouer les deux. Par contre, il fonctionne bien avec les deux autres versions de Dain, parce que celle-là elle va lui donner plus en attaque, donc c'est cool. Ouais. Et celle-là, ça va parfaitement participer à la mécanique de défausse, puisque le daim pied d'acier, il va défausser des cartes du dessus de votre bibliothèque pour gagner en défense, et lui, il peut défausser une carte pour infliger 1 point de dégâts. Donc comme c'est un effet réponse, on ne peut le déclencher qu'une seule fois. Par contre, si jamais vous utilisez des courages inattendus, les destriers du Rohan, des crames, ou même comment il s'appelle, l'anneau de Tror,
pour redresser un personnage, vous pouvez réattaquer, donc vous pouvez réutiliser cet effet. Donc vous allez pouvoir utiliser cet effet plusieurs fois dans le tour, si c'est votre objectif bien sûr. Donc c'est plutôt pas mal, et en plus ça va participer à toutes les mécaniques de défausse qu'on a déjà vu dans le craft and play avec d'un pied d'acier. À savoir que si jamais vous avez par exemple l'Astronome d'Imladris pour carte du dessus de votre deck, vous pouvez mettre les cartes que vous voulez défausser, par exemple avec l'anneau d'Otror pour récupérer des armures, ou sinon vous pouvez utiliser les combos les plus basiques, hein, c'est-à-dire avec la cache secrète et le mineur d'Érée de Luynes, pour pouvoir, pour pouvoir utiliser au mieux en fait cette capacité de défausser les cartes du dessus de votre deck. Donc ça c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool. Moi j'aime bien ce héros, je sais pas si j'irai jusqu'à le jouer quand même, parce que des héros tactiques, je préfère qu'ils aient des effets beaucoup plus significatifs. Notamment vous pouvez toujours utiliser cet effet là pour augmenter la taille de votre défausse, et après vous pouvez jouer avec les cartes de votre défausse, hein. Donc déjà vous avez la pipe de nain. La pipe de nain elle sert effectivement à éviter de défausser une carte et la mettre en dessous de votre deck, plus toutes les cartes que j'ai citées avant. Une fois que vous avez mis plein de cartes dans votre défausse, vous pouvez utiliser Reforger, Tenir et Combattre pour récupérer vos alliés ou vos attachements. Et après, pour rejouer les événements, vous pouvez jouer les livres d'Eldakar, les tomes d'Athanator, je crois que ça s'appelle, Parchemin d'Isildur, enfin toutes ces cartes-là qui vont servir à recycler votre défausse. Donc c'est une mécanique qui est toujours intéressante. Moi je la joue pas du tout en tactique cette mécanique là, puisque toutes les cartes que j'aimerais rejouer, elles ne sont pas du tout en tactique. Bon, c'est intéressant à voir. Moi comme ça je le jouerai pas, mais faut voir. Ensuite, on a le soldat du Gondor. Donc le soldat du Gondor, c'est un allié commandement qui coûte 2 et qui a 1 en volonté, 1 en attaque, 1 en défense et 2 points de vie. Il a le trait Gondor, donc ça c'est plutôt cool. Et sa capacité réponse, c'est que quand le soldat du Gondor entre en jeu, cherchez un allié Gondor parmi les 5 premières cartes de votre deck et ajoutez-le à votre main. N'importe quel nombre d'alliés si votre niveau de menace est de 40 ou plus. Et après, il faut mélanger son deck. Alors, bon, là déjà comme ça, moi j'aime beaucoup les caractéristiques, puisque ça va pouvoir contribuer à un peu tous les aspects du jeu, aussi bien la quête, l'attaque ou la défense. Après, vous allez me dire, avec des caractéristiques pourries comme ça, vous ne pourrez pas contribuer beaucoup. Mais déjà, l'avantage, c'est qu'il a 2 points de vie. Vous pouvez l'envoyer en quête et il ne va pas forcément mourir au premier effet ombre, enfin pas au effet d'ombre, pardon, l'effet traîtrise. Donc ça, c'est plutôt positif. Tous ces alliés qui ont 2 points de vie, c'est vraiment très très bon. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'il a le trait Gondor, hein. Il fonctionne avec la mécanique des Gondor, donc là je vous avoue que l'objectif ça va être de le jouer plutôt dans un deck Gondor. Donc si jamais on regarde par exemple avec Boromir, vous pouvez lui faire gagner plus en attaque juste si jamais il reste une ressource sur Boromir. En général quand on joue Gondor on essaie d'intégrer Boromir, quoi. Du coup il passe directement à 2 en attaque, c'est pas mal. Et après il y a le même effet avec la volonté si vous jouez le commandement visionnaire. Ça vous permet d'avoir un allié qui a 2 en volonté et 2 en attaque, hein. Pour 2, c'est pas mal, surtout qu'en plus, il va vous permettre d'aller chercher d'autres alliés Gondor. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Plutôt pas mal du tout. Qu'est-ce que j'avais noté sur lui? Alors déjà, il y a une mécanique en vaillance, hein. Donc la mécanique en vaillance, ça vous permet de prendre n'importe quel nombre d'alliés au lieu d'un seul. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Son effet, il s'active à partir du moment où vous entrez en jeu, donc ça veut dire que vous pouvez l'activer avec même des très bonnes histoires, des attaques furtives. Bon, c'est excessif hein, d'utiliser ça, mais cette combo marche, donc il faut y penser si jamais on est complètement bloqué. Pareil, on peut prendre avec le tenir et combattre, on peut directement aller le chercher et le mettre en jeu, donc comme il entre en jeu, vous allez pouvoir utiliser son effet aussi. Et notamment l'effet vaillance, là, moi ça me fait penser à... que les cartes vaillance elles sont surtout en commandement en fait, et que donc si jamais vous jouez en vaillance, il y a le héros de l'Anorien que j'avais préparé, voilà c'est ça. Le héros de l'Anorien par exemple, il vous permet de faire, vous augmenter votre menace, et ça vous permet de prendre n'importe quel allié que vous avez dans votre main et le mettre en jeu s'il coûte moins de 2. Vous pouvez jouer ça avec lui, et comme lui c'est un effet quand il entre en jeu,
c'est un effet réponse, il va activer aussi lui. Vous avez ces deux alliés et en plus vous pouvez aller chercher d'autres alliés au-dessus de votre pioche. Donc tout ça c'est pas mal, je pense. J'avais pensé au Prince Imraïl aussi, puisqu'il partage le trait Gondor. Donc bon, bah, c'est vrai que c'est triste d'utiliser le Prince Imraïl pour jouer cette carte-là. Mais après, si dans les 5 cartes que vous avez, les autres, elles n'ont pas d'intérêt, prendre cette carte, c'est mieux que rien, quoi. Et puis, ça fait partie des traits de base hein, du Prince Imraïl. Donc, c'est pas mal du tout. Et après, je pense qu'ils veulent orienter le jeu Gondor sur la mécanique de Vaillance. Vous allez le voir juste après avec la carte Pilier des Rois, qui sert justement à passer en Vaillance très tôt dans la partie. Donc cette carte, moi je la trouve pas mal, je joue pas du tout l'archétype Gondor. Hein. Peut-être plus tard, on verra, là il y a des cartes Gondor qui vont sortir dans ce cycle-là, donc on verra après, mais là pour l'instant, je pense que c'est un bon allié qui fonctionne bien avec la mécanique du Gondor. Après il y a le Pilier des Rois. Le Pilier des Rois, moi c'est une carte que j'ai trouvée excellente, 4 pour être jouée, donc du coup on se dit, oula, un événement commandement à 4, bon c'est moyen. Il faut quand même se rappeler que la sphère commandement, c'est la sphère où il y a le plus de générateurs de ressources. Donc potentiellement, on peut jouer cette carte même si elle coûte 4, si elle coûte 4, pardon. Et après, il y a marqué, tant que votre niveau de menace est inférieur à 40, réduisez de 4 le coût pour jouer Pilier des Rois. Donc ça veut dire que cette carte, elle va être gratuite à partir du moment où vous êtes en dessous de 40 de menace. En action, il y a marqué fixer votre niveau de menace à 40. Si cet effet fait augmenter votre niveau de menace, piochez une carte. Piochez 4 cartes si vous augmentez votre niveau de menace de 10 ou plus. Donc c'est une carte qui vous permet de passer en vaillance dès le début de la partie gratuitement. Alors c'est dangereux, je suis d'accord avec vous, mais ça va vous permettre d'activer tous les effets vaillance de votre jeu. Donc les gardes d'honneur, toutes les cartes basées sur la vaillance, hein. On a quoi comme carte basée sur la vaillance? Moi j'ai pris de côté le défenseur de Karandros que je trouve super cool. Bon, pour le sortir dès le début de la partie, vous allez galérer, mais ça n'empêche que dès que vous êtes en vaillance, ça veut dire que vous avez 40 de menace, il a 4 en défense. Hein. Et en plus, quand il défend en vaillance, il inflige un point de dégâts à l'ennemi attaquant. L'autre personnage auquel j'ai pensé, c'est le vétéran d'Osgiliath qui gagne plus 1 à volonté en attaque et en défense dès que vous êtes à plus de 40 de menaces. Donc ça veut dire que pour 3 vous avez un allié Gondor, hein, toujours la mécanique Gondor, puisque lui aussi est Gondor, et qui a 2 en volonté, 3 en attaque et 2 en défense. Donc c'est pas mal du tout, surtout que je sais pas pourquoi les Gondor là, ces deux ils ont le trait guerrier, donc ça veut dire que vous pouvez en plus leur mettre des attachements destinés aux guerriers. Ça va fonctionner bien évidemment avec le soldat du Gondor. Après, on a d'autres cartes qui sont un peu moins Gondor, hein, mais vous avez aussi le Chevalier de Dale, qui fonctionne avec une mécanique de vaillance qui va lui permettre de se redresser plein de fois. Et vous avez en vaillance, il y a quoi d'autre? Il y a une carte qui permet d'aller chercher des cartes avec le mot-clé vaillance, mais là vous n'allez pas pouvoir l'utiliser puisqu'il n'y a pas de mot-clé vaillance. Sur ces cartes-là, il n'y en a que sur lui, ouais, donc ça va pas trop marcher. Il y a ouvrir l'arsenal. Ouvrir l'arsenal, ouais, ça c'est bon. Ah, par contre, mais du coup, je sais pas si je peux en parler, mais dans le paquet suivant, donc toujours pareil, hein, vous coupez le son si ça ne vous intéresse pas. Dans le paquet suivant, il va y avoir 2 cartes basées sur les mécaniques de vaillance. Il y en a une qui vous permet de redresser tous les personnages inclinés, si jamais vous êtes en vaillance, et le deuxième, son effet m'échappe totalement. Bon, de toute façon, à part ces effets en vaillance, moi, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est le fait de piocher des cartes. Typiquement, si vous êtes à 32 menaces, vous allez pouvoir vous servir de cette carte pour piocher 4 cartes. Et certes, ça vous coûte 10 de menaces, ce qui peut paraître énorme, mais dans certains decks, notamment les decks du Dedin, les decks basés sur beaucoup d'alliés, prendre beaucoup d'ennemis, normalement, ça ne doit pas poser problème. Donc ça peut être quand même assez sympa de prendre tous les ennemis et que vos alliés, ou quand vous jouez à plusieurs, ne soient pas obligés de les prendre. Après, quand on joue tout seul, en général, on essaie de gérer très rapidement ce qui se passe dans la zone de cheminement. L'avantage de jouer haut en menace, c'est que vous allez pouvoir utiliser toutes les cartes maudites là,
comment ça s'appelle, les sommes de connaissances, les héritiers de Numénor, même Grima. Tout ça, ça va vous permettre de monter très très vite votre menace. Et du coup, si jamais vous savez que votre objectif c'est de passer à 40, de toute façon, vous en fichez d'augmenter votre menace très vite. Et avec tous les effets que vous allez gagner du fait d'avoir monté votre menace très vite, et au passage, vous pouvez piocher quelques cartes. Normalement, vous êtes apte à gérer la situation et éventuellement les alliés qui pourraient sortir du deck de rencontre. C'est vrai qu'on dit toujours à 32 menaces, ça devient chaud, à 40, ça devient vraiment terrible, puisque tous les ennemis du jeu, pratiquement, vous vous engagez au combat. Mais je pense qu'il y a moyen d'utiliser ça avec les decks du Nedin et tout. Moi, j'avais même pensé à des combos beaucoup plus sombres, hein, basé sur le concept de monter à 42 menaces pour piocher 4 cartes, rediminuer sa menace jusqu'à 39 pour repiocher une carte à chaque fois pour 1 de ressources et quelque part un de menace. Mais vous pouvez même redescendre jusqu'à beaucoup plus bas avec, en cyclant par exemple des salutations des Galadrim ou même des conseils d'Elrond. Vous pouvez jouer avec Aragorn 2 éventuellement. Celui qui permet celui que tout le monde appelle grand pas, celui qui permet de réduire votre menace à votre niveau de départ, et puis après vous remontez avec toujours pareil les événements maudits jusqu'à 32 menaces, puis après vous jouez cette carte pour piocher encore 4 cartes. Je dirais que cette carte, elle offre beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai très envie de la jouer parce que j'adore piocher des cartes. Qu'en ce moment, je joue toujours très bas en menace, mais je pense qu'il doit y avoir un gros intérêt dans ce jeu à jouer aussi haut en menace. Alors, ensuite, la carte suivante, c'est un allié, une Hobbit prudente. Alors, Hobbit prudente. Alors, la carte suivante, Hobbit prudente. Alors ça c'est une carte qui m'a laissé un petit peu plus perplexe parce que déjà c'est une Hobbit. Bon, jouer avec des Hobbits c'est pas forcément facile, mais en ce moment on joue avec des Hobbits et en plus je joue connaissance. Donc je me suis dit bon, voyons ce qu'elle offre. Pour 2 ressources, elle va avoir 1 en volonté, 1 en défense, 2 points de vie. Bon, son trait, bien évidemment, c'est Hobbit et elle n'en a aucun autre. Et sa réponse, c'est que quand la Hobbit prudente entre en jeu, regardez la première carte du deck de rencontre. Si cette carte n'est pas un ennemi, piochez une carte. Alors là, je vous avoue déjà, les caractéristiques, je suis un petit peu... Je suis un petit peu bluffé parce que bon, elle a 2 points de vie comme tous les Hobbits, mais elle a qu'un en volonté, 0 en attaque et 1 en défense. Donc le 1 en défense avec 2 points de vie, globalement, il va vous servir pratiquement jamais. Ça vous permettra juste en fait de défendre avec cet allié, pardon, un ennemi. Et sur un coup, par exemple, d'ombre qui fait 1 point de dégâts au personnage en défense, vous êtes sûr de ne pas prendre une attaque sans défense. Bon, ça paraît quand même très circonstanciel, très occasionnel. Après, sa capacité réponse, c'est une capacité de pioche, hein. Donc déjà vous allez sonder, vous regardez la première carte du deck, et en plus vous piochez si c'est pas un ennemi. Donc ça peut être cool. Je pense que ça doit être un des très rares alliés du jeu qui font piocher des cartes quand ils entrent en jeu. Dans beaucoup d'autres jeux c'est très fort, parce que souvent vous pouvez les cycler ou ainsi de suite. Dans ce jeu-là, je vois pas trop de combos qui nous permettent de cycler une capacité comme ça. Alors bien évidemment vous avez l'attaque furtive, mais est-ce qu'on va vouloir dépenser une attaque furtive pour faire ça? Je suis pas certain. Vous avez bien évidemment soulevé la comté, hein, qui, si vous avez un héros Hobbit, va vous permettre. Alors c'est quoi? C'est chercher dans tout votre deck si votre coût d'engagement au combat est inférieur. Ah oui, d'abord il faut engager un ennemi au combat en plus. Ouais. Cette carte me laisse vraiment perplexe. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais même pas si on aura une place pour la mettre dans nos decks parce que les decks en mono connaissance Hobbit, je pense au deck de Marself là qui tourne excessivement bien avec les chansons à boire. Et puis même mon deck sonde là actuellement que je joue dans la campagne, on n'a pas vraiment de place pour mettre un allié qui n'aura pas un impact très fort dans la partie. Donc je vous aurais bien dit que je vais en mettre au moins dans mes decks pour le tester, mais je suis même pas sûr de ça. Donc je ne sais pas là. Si vous avez des idées par contre je suis preneur. Parce que moi les 2 seuls combos auxquels j'ai pensé c'était avec attaque furtive, mais ça fait vraiment mal de jouer une attaque furtive pour ça, sachant qu'en plus l'attaque furtive elle est en commandement. Et après je me suis dit peut-être la jouer avec soulever la comté pour piocher la carte, voir ce qui va arriver. Bon ça peut servir. Et après j'avais pensé avec Tom Showmin aussi.
Tom Showmin qui serait le seul à valoriser le fait de renvoyer et de redéposer un allié Hobbit. Donc peut-être qu'il y a des trucs à faire, hein, je le nie pas. Mais là, ça me semble poussif pour des effets qui sont un petit peu trop légers à mon goût. Peut-être qu'en vert, après, ils vont sortir des trucs pour les hobbits qui font des, comme des attaques furtives, mais que pour hobbits. Là, ça me paraît un petit peu trop léger, quoi. On va voir mes 2 ressources en connaissance, comme je vais le dire pour la carte d'après. C'est cher. Alors, la carte d'après, c'est la carte que j'attendais depuis longtemps. Ça s'appelle Tom Bombadillon, ou Bombadillon en français. Donc, c'est un événement. Un événement qui a le trait chant. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir la jouer avec l'amour des histoires. L'amour des histoires, à chaque fois que vous jouez une carte qui sera chant, vous allez gagner des ressources. Donc ça déjà c'est plutôt fort. Et ensuite il y a marqué vous pouvez jouer cette carte que si vous contrôlez un héros hobbit. Vous ne pouvez pas jouer cette carte s'il y a déjà un exemplaire de Tom Bombadillon dans la pile de victoire. Organisation, action. Donc organisation c'est la première phase de la partie. Non, d'abord il y a ressources, après il y a organisation. Ok. Placez Tom Bombadillon dans la pile de victoire pour mélanger un exemplaire mis de côté de Tom Bombadil dans le deck de rencontre. Donc c'est marrant d'avoir pensé à cette mécanique de pile de victoire parce que du coup même si vous jouez avec d'autres joueurs qui jouent cette carte, de toute façon ils peuvent pas mettre plus de 1 Tom Bombadil dans le deck rencontre. Alors Tom Bombadil c'est une de ces fameuses cartes qui ont le mot-clé rencontre. Hein. Donc il va faire quoi Tom Bombadil? Eh ben c'est un allié qui a le mot-clé légende, donc c'est assez rare. Il a 3 en volonté, 3 en attaque, 3 en défense et 6 points de vie. Donc globalement il peut un petit peu tout faire. Hein. Et ensuite il y a marqué une fois révélé, choisissez un joueur, ce joueur gagne le contrôle de Tom Bombadil, redressé et engagé dans la quête. À la fin du tour, retirez Tom Bombadil et l'exemplaire de Tom Bombadillon de la pile de victoire. Cet effet ne peut pas être annulé. Donc, globalement, cette carte, elle va vous permettre de mettre un Tom Bombadil dans le deck de rencontre. Alors, pour réussir à piocher ce Tom Bombadillon, ça va être compliqué. Donc moi, je comptais la jouer avec une mécanique de triage des cartes du deck de rencontre, hein, avec les risques et la lumière, les en exploration, les hors de la nature éventuellement. Puisque avec hors de la nature, je vous rappelle, dans mon dernier deck là, que j'utilise pour la saga, vous avez à la fois hors de la nature et regard pénétrant. Étant donné que cette carte, elle va aussi aller dans la pile de victoire, elle va vous permettre de payer vos regards pénétrants moins cher. Donc ça c'est plutôt intéressant, notamment si vous arrivez à trier les cartes du deck de rencontre pour faire apparaître Tom Bombadil au bon moment, ça peut être bien. Parce que le problème de ces cartes rencontres, c'est qu'on ne sait jamais quand elles vont arriver. Je vous rappelle toutes les autres cartes qui sont sorties, le vol des aigles qui vous met un aigle du nord dans le deck de rencontre, la fuite en mer qui vous met, je me rappelle plus comment ça s'appelle la carte, je l'ai pas mis de côté par hasard? Non, je l'ai pas mis de côté. Bon enfin il y a la fuite en mer. Et vous avez aussi l'appel du rôdeur qui met des cartes dans le deck de rencontre, mais après le problème c'est que ces cartes dans le deck de rencontre, c'est très rare de les voir apparaître, et si elles partent en effet d'ombre, eh ben, elles n'ont aucun effet. Donc l'avantage quand même de cette carte là, par rapport à toutes les autres, c'est que on joue dans la sphère connaissance, et la sphère connaissance, c'est la sphère qui va vous permettre de trier le deck de rencontre, de prévoir l'ordre dans lequel ça va arriver, et de quelque part un peu provoquer votre chance. Parce que là, le problème, c'est qu'au moment où Tom Bombadil il arrive, il est directement engagé dans la quête. Bon, si jamais vous avez prévu qu'il arrive, c'est cool, mais quand vous n'avez pas prévu qu'il arrive, ça sert à rien qu'il soit dans la quête. Ça vous fait juste un tour avec plus de volonté, sans aucun... Enfin, ça va pas vous permettre de jouer, comment on dit, en ayant tout programmé, quoi. Il faut quand même que je note une chose intéressante sur cette carte, c'est que sur les 4 cartes rencontres qu'on a, l'aigle du Nord et le rôdeur du Nord, ils ont tous les 2 renforts, en plus d'avoir rencontre. Ça veut dire qu'au moment où vous tirez la carte, vous allez en plus tirer une autre carte rencontre. Là par contre, il a juste l'effet rencontre. Ça veut dire que vous ne pouvez en mettre que 3 dans votre deck. Mais il n'a pas renfort. Donc au moment où vous tirez Tom Bombadil, déjà il est en quête, et en plus vous tirez pas d'autres cartes ce tour-ci. Moi je pense que rien que pour ça déjà ça vaut le coup. Ça veut dire qu'il y a un tour où il se passe rien du tout.
Le problème, bien évidemment, c'est que la carte coûte 2. Ça, je suis d'accord. En connaissance, les ressources sont très très chères. Mais comme je l'ai dit juste avant, si dans votre deck, vous jouez des hobbits, comme ça a l'air d'être le cas là, et ben vous pouvez jouer certainement Chanson à boire. Donc ça veut dire que ces cartes, si vous les avez en 2 ou 3 exemplaires dans votre main et qu'au moment où vous la jouez, il vous en reste 2 avec les chansons à boire, vous pouvez remélanger ces cartes-là dans votre deck. Ça vous permet d'avoir 2 nouvelles cartes. En plus, vous allez pouvoir, avec plusieurs ou une seule Amour des Histoires, générer des ressources sur tous vos alliés. Donc moi, je vous avoue que j'attendais cette carte pour avoir un grand nombre de cartes qui ont le trait chant et voir si l'Amour des Histoires permet de fonctionner correctement. La version du deck Hobbit de Marcel, qui est basée sur l'Amour des Histoires et Chansons à boire, fonctionne excessivement bien. Donc, j'espère que la version avec Tom Bombadillon ne va pas être pourrie. Ce serait vraiment dommage de sortir une légende du Seigneur des Anneaux et de ne pas s'en servir. Ok, ensuite, la carte suivante. Alors, c'est la hache de Durin. La hache de Durin, c'est un attachement tactique. Cet attachement tactique, il coûte 1. C'est toujours pareil, c'est un événement unique, un attachement unique, pardon. Donc ça veut dire que vous pouvez en jouer que 1 en même temps. Il a les traits artefact, objet et arme. Il est protégé par un ennemi restreint, donc c'est une arme comme les autres. Et après, il y a marqué le héros auquel il est attaché gagne plus 2 en attaque. Sa capacité réponse, c'est quand un héros attaché attaque et détruit un ennemi, infligez 1 point de dégâts à un ennemi engagé au combat contre vous. Donc là, c'est exactement le même effet que Thorin. Hein. Sauf que Thorin, c'est quand il est déclaré comme attaquant. Et lui, c'est quand il détruit un ennemi. Donc toujours, je dirais exactement tout ce que j'ai dit pour Thorin, homme de pierre. C'est que comme c'est une capacité réponse, elle va s'activer à chaque fois que vous allez le faire. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois dans un tour, y compris si jamais par exemple sur Thorin, vous vous arrangez pour le redresser. Enfin, je parle de Thorin, mais apparemment c'est n'importe quel héros, hein, même pas tactique. Donc votre héros, si jamais vous prévoyez de le faire attaquer plusieurs fois dans le même tour, je pense par exemple à... C'est pas Eladan, celui qui se redresse avec des ressources? Si, Eladan. Eladan, vous pouvez infliger plein de points de dégâts. Alors l'avantage d'Eladan quand même, c'est que... il faut forcément qu'ils soient engagés contre vous. Ça, c'est plus problématique. Je pense que c'est intéressant. Vous savez, c'est dans la lignée des 2 autres armes légendaires que sont Orcrist et Glamdring. C'est-à-dire que c'est des cartes qui sont protégées, qui font plus 2 en attaque et qui vont faire un effet en plus. Pour une ressource, c'est plutôt cool. Surtout que là, l'avantage, c'est que c'est comme Dar. C'est forcément protégé par un ennemi. Donc vous savez qu'en jouant cette carte, vous allez faire venir un ennemi. Donc soit... Alors moi, j'avais pensé à plusieurs combos, hein, je vous avoue. Déjà, vous pouvez le jouer en normal pendant votre phase d'organisation. Auquel cas, eh ben, vous savez qu'il y a un ennemi qui arrive, donc rien ne vous empêche de mettre un piège pour piéger cet ennemi, qui va arriver forcément. Avec les mécaniques là, des éclaireurs, je sais pas si c'est rôdeurs ou éclaireurs, je sais plus, celles qui font des dégâts directement dans la zone de cheminement. Vous pouvez tuer un ennemi avant même la phase de quête, hein. Du coup vous pouvez récupérer cet attachement pendant la phase d'organisation. Il y a aussi toutes les mécaniques centrées sur le triage du deck de rencontre pour savoir quel ennemi va arriver. Et après moi je vous avoue que j'ai pensé à d'autres combos que je joue déjà parce que j'adore les attachements protégés, donc ça fait un moment que je cherche à savoir comment les jouer. Et une des mécaniques que j'ai trouvées, c'est le retour du roi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un événement qui va vous permettre de le jouer en action. On cherche dans le deck un attachement protégé et on le met en jeu. Alors comme ça, quand on lit cette carte, on se dit ouais c'est nul, ça change rien. Mais en fait ça change absolument tout. Parce que comme c'est une action, rien ne vous empêche de ne pas le faire pendant votre phase d'organisation. Vous le faites pendant la phase de rencontre par exemple, ou même pendant la phase de voyage, puisqu'il y a des fenêtres d'action pendant ces 2 phases-là. Vous, du coup, vous mettez cet attachement directement dans la zone de cheminement attaché à un ennemi. Et dans le même tour, vous allez pouvoir engager l'ennemi qui le contrôle. Et au passage, vous allez pouvoir le tuer et récupérer l'attachement dans le tour où vous le jouez. Il y a exactement la même mécanique qui fonctionne avec le reforgé. Le reforgé, il vous permet de prendre un attachement qui est dans votre défausse, le mettre en jeu,
Donc il a bien été expliqué que quand un attachement protégé, vous le mettez en jeu, vous activez son mot-clé protégé, donc il va falloir le mettre dans la zone de cheminement et aussi l'attacher à un ennemi. Mais l'avantage du reforgé, c'est que là encore, c'est un événement qui va déclencher une action. Donc n'importe quelle fenêtre d'action, vous pouvez faire ça. Ça vous permet de récupérer les attachements protégés en dehors de la phase d'organisation ou de la phase de quête, en explorant les lieux et ainsi de suite. Et donc ça veut dire que pendant la phase de quête, pendant la phase de renforcement, vous n'avez pas un ennemi de plus dans la zone de cheminement. Et ça vous permet de jouer les attachements protégés au moment où vous savez que vous pouvez les récupérer très vite. Donc je pense qu'il ne faut pas exclure les attachements protégés juste du fait que justement ils sont protégés, qui vont augmenter la difficulté du jeu. Vous pouvez les jouer de façon différente. Et même avec Aldan, avec Aldan, ah ben non, avec Aldan, celui-là il fonctionnera pas puisque là c'est forcément protégé par un ennemi. Ouais. Donc n'excluez pas les attachements protégés, c'est assez fort, bien que dans certains scénarios on ne puisse pas les jouer parce que les scénarios sont beaucoup trop sévères, ça reste des attachements qui sont sympas. Après on a charge dans la bataille, pardon. C'est un événement pour 5, donc événement pour 5, déjà ça s'annonce plutôt raide. C'est un événement, vous ne pouvez jouer cette carte qu'après l'étape de renforcement. Après l'étape de renforcement, quel serait l'intérêt de le jouer avant le renforcement? Puisque pendant le renforcement, vous pouvez avoir un ennemi de plus. Bon, je finis de lire la carte, excusez-moi. Donc, vous ne pouvez jouer cette carte qu'après l'étape de renforcement. Pendant la phase de quête, à une fenêtre d'action, vous pouvez déclarer et résoudre des attaques de chaque ennemi non unique situé dans la zone de cheminement, comme s'ils étaient engagés au combat avec vous. C'est fort. C'est fort, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Comme tous les événements qui coûtent 4 ou 5 dans ce jeu, c'est extrêmement fort. Le problème, c'est que ça coûte 5. 5 en tactique, c'est un prix qui est exorbitant. Donc l'effet, il est monstrueux, bien évidemment, puisque ça veut dire que déjà, tous vos personnages attaquants, vous pouvez directement les utiliser pendant la phase de quête, donc à un moment où ils servent à rien, puisque souvent les personnages qui ont de la menace, on les garde justement pour la phase de combat. Donc déjà il y a ça. Tous les personnages vont servir. Ensuite, comme vous éliminez des ennemis pendant la phase de quête, et que la phase de résolution c'est après la fenêtre d'action pendant laquelle vous allez jouer cette carte, du coup les ennemis que vous allez éliminer avec cette carte, ils ne comptent pas en menace dans la zone de cheminement pour la quête en cours. Et après, le dernier très très gros avantage, c'est que comme vous allez attaquer directement, vous n'avez pas besoin de défendre les ennemis. Donc si jamais vous attendiez la phase de combat pour engager les ennemis, les défendre et les détruire, et bien là vous avez tous vos défenseurs à ne plus prévoir. Et comme vous avez déjà fait le renforcement, puisqu'on joue cette carte après le renforcement, vous pouvez complètement organiser les défenses et les attaques. C'est super fort. C'est super fort, moi je suis d'accord, c'est super fort. Mais le problème c'est ça fait partie de tous ces événements, j'en ai trouvé plein en préparant cette vidéo, hein, de tous ces événements qui sont super forts et qu'on ne joue jamais parce qu'ils se comptent trop cher. Regardez par exemple le feu d'alarme, tous vos personnages gagnent 2 en défense et ne s'inclinent pas pour défendre. Ça aussi c'est ultra fort, mais cette carte, il y a très très peu de gens qui la jouent. L'heure du courroux, ça coûte 4. Mais c'est pareil, même si c'est super fort, hein, ça vous permet, vos personnages ne s'inclinent pas pour attaquer ou pour défendre. C'est super méga fort. Mais c'est des cartes qu'on ne joue que dans certains decks très 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 spécialisés, ou pour passer des scénarios en cauchemar, on ne peut pas la jouer dans un deck standard, parce que 4 ressources, on sait que c'est 1 ou 2 tours dans lequel on fait rien du tout. J'avais vu défense suspendue aussi, destin suspendu pardon. Jusqu'à la fin du tour, les joueurs n'augmentent pas leur niveau de menace lorsqu'ils obtiennent un échec de quête. Donc ça veut dire que tu passes la quête. Et si tu es en vaillance, tu peux augmenter de 2 ta menace de chaque joueur pour sauter la phase de quête. Donc ça, c'est fort aussi. Mais est-ce qu'on joue une carte qui coûte 5 même détermination acharnée, hein, qui est super fort, hein, redresser tous les personnages du jeu. Nous ne dormons pas. Jusqu'à la fin de la phase, les personnages rohans ne s'inclinent pas pour s'engager dans la quête. Donc toutes ces cartes, elles sont méga fortes. Je ne nie pas ça. Dans un deck, vous allez pouvoir utiliser ces mécaniques pour gagner les scénarios, retourner le scénario, jouer plusieurs fois ces événements, les payer moins cher, et ainsi de suite.
Mais dans des decks standards, c'est pas une carte passe-partout, quoi, hein. C'est une carte. Le dessin est super joli, hein, en plus. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette carte, mais le problème c'est que ce sera pas donné à la portée de n'importe quel joueur. Les joueurs débutants comme moi, je suis pas sûr qu'ils arrivent à jouer à plein potentiel cette carte, hein. Intéressant, mais enfin moi je joue très très peu tactique, je vous avoue. Cette carte, tu vas la garder dans ta main pendant un temps improbable puisque c'est un événement, il va jouer qu'une fois, tu vas vraiment attendre que ce soit trop tard. Si tu la joues trop tôt, ben, ça te coûte des milliards de ressources et tu te dis ouais, si j'avais attendu un tour de plus, j'aurais pu m'en servir encore plus de cette carte. Je vous avoue en tant que joueur un peu néophyte, je ne saurais pas comment jouer cette carte moi. Mais elle est belle, il y a du potentiel, c'est intéressant d'avoir ça dans la collection pour pouvoir s'en servir. Après, le bandeau d'argent. Alors, bandeau d'argent, c'est un attachement énergie. Attachement énergie qui coûte 2. C'est un objet. Attacher ce personnage à un héros énergie uniquement, limité à 1 par héros. C'est restreint. Alors, c'est restreint, c'est super bizarre parce que restreint en général, ça symbolise le fait qu'il faut le porter dans les mains et donc on a droit à 2 restreints parce qu'on n'a que 2 mains. Mais un bandeau, il n'y a pas de raison que ce soit restreint. Donc ça c'est un peu con, mais... Bon enfin, passons, excusez-moi, je m'égare. Le héros attaché gagne plus 2 en volonté. Donc dans l'ensemble, moi je vois plusieurs trucs qui font que cet attachement il est bien et plusieurs trucs qui font qu'il est pourri. Alors déjà, pour 2, vous avez un attachement qui augmente de 2 la volonté. Moi, dans pas mal de mes decks, j'ai joué la pierre de Célébriant pour augmenter la volonté de mes personnages. Je la joue dans vraiment beaucoup de decks. Dans mon deck Histoire de Tinuviel, dans tous les decks où on va vouloir avoir un héros avec beaucoup en volonté. Moi j'avais mis ces deux-là de côté là. C'est super intéressant d'avoir Éowyn, Théoden qui ont beaucoup en volonté parce que ça va leur permettre, et de façon générale à tous les personnages rois, hein, ça va leur permettre d'augmenter leur attaque ou leur défense quand vous utilisez Erugrim et Bouclier d'or, qui fait que vous augmentez votre attaque ou votre défense de la valeur de volonté. J'espère que c'est pas la valeur de volonté imprimée. Non, mais je crois que c'est la valeur de volonté tout court. La valeur de volonté d'un personnage. Donc ça peut servir à ça. Et en plus, ces personnages, ils sont directement énergie. Donc énergie, là, ça marche. L'avantage, c'est que c'est pas unique, donc vous pouvez le mettre sur plusieurs personnages. Donc ça, c'est pas mal. Contrairement à la pierre de Célébriant, qui fait des fausses cartes, puisque quand on l'a jouée une fois, eh ben on ne peut plus la rejouer, la pierre de Célébriant. Là, le problème, c'est que ça marche que sur des héros énergie. Alors pourquoi cette restriction? Ça, je comprends pas. Cette restriction-là de que les héros énergie, ça limite tellement son potentiel. Le fait que ce soit restreint, on pourrait se dire c'est pas grave, puisque les personnages qu'on envoie en quête, enfin les héros qu'on envoie en quête, souvent on leur met pas des attachements de combat, donc c'est pas très grave que ce soit restreint. Moi, je vois plusieurs inconvénients déjà, par exemple, parce que sur Galadriel, si vous voulez faire montrer sa volonté pour Histoire de Tinuviel ou même pour utiliser Nenya, eh ben, ça va vous embêter que ce soit restreint, parce que moi, sur Galadriel, je vous avoue que je mets toujours les harpes d'argent qui, elles aussi, sont restreintes. Donc, bah, ça veut dire que tu peux plus mettre 2 harpes d'argent sur Galadriel si tu lui mets ça. Bon, sur Círdan, c'est super fort, hein, puisque sur Círdan, moi j'utilisais déjà des pierres de Célébriant et toute la partie je priais pour avoir des pierres de Célébriant. Là, l'avantage c'est que au moins c'est dans la bonne sphère, tu peux les payer directement et ainsi de suite. Quoique dans mon deck Histoire de Tinuel, c'est quand même super intéressant que la pierre de Célébriant soit en commandement parce que comme ça je peux le payer avec les 2 autres héros. Bon, je vous invite à aller voir le craft and play sur le deck Histoire de Tinuviel, hein, qui est basé sur le fait d'avoir beaucoup de volonté. En ce qui concerne cette carte, encore une fois, il va y avoir un spoil, donc il faut hop, vous couper le son, et vous couper l'image pendant quelques minutes. Il y a quand même un intérêt avec les 3 chasseurs qu'on va voir apparaître dans le pack numéro 2 d'aventure, parce que l'avantage c'est que si jamais vous utilisez un de vos héros pour aller très vite et très fort en volonté, pardon, en volonté, je dis toujours en volonté, mais en quête quoi. En quête, bah là vous avez déjà plus 2 en volonté, et comme il est restreint, ça va augmenter votre pool de cartes restreintes dans votre deck pour pouvoir activer le contrat les 3 chasseurs. Et en plus, au passage, quand vous allez activer votre contrat les 3 chasseurs, comme cette carte est aussi restreinte, ça va encore augmenter de plus 1 la volonté du personnage auquel il est attaché. Donc avec un deck les 3 chasseurs, cette carte elle est sympa.
Moi, je pense que je laisserai cette carte. Dans mon deck, les 3 chasseurs, ce qui est pénible, c'est que les personnages qui vont en quête, c'est Éowyn et Legolas, et aucun de ces deux personnages, je voudrais lui mettre ça, quoi. Parce que si vous jouez Éowyn énergie, c'est cool, mais moi, je joue Éowyn tactique, donc déjà, vous n'avez pas le droit de le mettre sur Éowyn tactique. Et c'est très intéressant de voir les personnages avec les plus hauts scores en volonté du jeu. Bon, même sur le nouveau Gildor Inglorion, là, le commandement, vous pouvez pas mettre cette carte, ce qui est dommage, puisque Gildor Inglorion, on a vraiment tendance à le mettre souvent en quête. Donc, cette restriction-là, héros énergie, c'est vraiment trop moche, quoi. Alors après, je ne voulais pas terminer cette intervention sans dire une chose. On peut se plaindre de cette carte, se dire c'est pas assez fort, et ainsi de suite. Mais n'oubliez pas que la version juste avant de cette carte, c'était celle-là. Faveur de la dame. Et la faveur de la dame, elle coûte 2 aussi. C'est un attachement, cette fois condition à la place d'être un objet. C'est pas restreint, je suis d'accord, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais ça fait gagner que plus en volonté. Et quitte à payer 2 en énergie, une sphère dans laquelle les ressources sont très 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 chères, on préfère directement gagner un maximum en volonté. Donc cette carte, elle est intéressante, je pense que je la glisserai quand même dans un ou deux exemplaires dans certains de mes decks. Donc ouais, c'est pas mal. Intéressant de toute façon, intéressant. Alors, il nous reste combien? Il nous reste 2 cartes, une carte. La force intérieure. Alors cette carte, je vous avoue, c'est du très très lourd, hein. Force intérieure, un attachement qui coûte 1. Il a le trait maître. Donc déjà, ça vous donne un peu une indication. Attachez cette carte au héros avec l'anneau unique, limité à 1 par héros. Donc, encore heureux, hein. Le héros attaché gagne 1 en défense. Donc déjà, une carte énergie qui fait gagner 1 en défense pour une ressource, c'est déjà énorme. Mais en plus, il y a marqué réponse. Inclinez l'anneau unique et augmentez de 1 votre niveau de menace pour annuler un effet d'ombre qui vient d'être déclenché lors d'une attaque où le héros attaché défend. Cette carte, ça peut vous immuniser aux effets d'ombre, quoi. Donc bien évidemment, il faut jouer l'anneau unique, hein. Ça, c'est obligatoire, vous jouez l'anneau unique. Mais l'avantage de l'anneau unique, c'est que quand vous le mettez en jeu, vous pouvez aller chercher une carte maître dans votre deck. Et comme cette carte est la maître, vous pouvez directement commencer avec cette carte dans votre main. Donc là, l'avantage de ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre 3 cartes du même type dans votre deck. Vous savez déjà que la force intérieure, si vous en mettez qu'un seul exemplaire, au début de la partie, vous allez aller le chercher avec votre anneau de pouvoir. Ensuite, c'est ultra fluff. Déjà, le dessin. Le dessin, on voit Frodon avec Dar, là, qui a peur contre... ça a l'air d'être enfin, le poignard arabisant, comme ça, je sais pas si ça peut être un Nazgûl, mais... C'est ultra fluff parce que, encore une fois, vous allez utiliser la mécanique de l'anneau, c'est-à-dire l'incliner et augmenter de 1 votre menace pour faire un effet qui est très 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 fort dans le jeu. Donc, cette carte, moi je la trouve méga forte. Et après, en réfléchissant, j'ai vu qu'elle était encore plus méga forte. C'est que si jamais vous l'attachez à un héros qui est déjà fort pour défendre. Alors les héros déjà forts pour défendre, moi j'ai mis tout ça de côté, quoi. Donc il y en a un paquet avec lequel cette carte elle va beaucoup fonctionner. Elrond. Elrond, déjà c'est un très bon défenseur dès le début de la partie. 3 en défense, 4 points de vie. Là il passe à 4 en défense, 4 points de vie. On ne commence même pas la partie, il est déjà comme ça, quoi. Enfin il faut payer 1 la carte quand même. Bérégon bien évidemment. Bérégon il commencerait à 5 en défense et ça l'immunise aux effets d'ombre. Comme il est Gondor, derrière vous y rajoutez un bouclier du Gondor et bam, il passe à 7 en défense, potentiellement immunisé aux effets d'ombre, hein. Ça me paraît très fort. Alors après, il y a peut-être quelque chose à jouer avec Fast Red, puisque moi je le joue jamais Fast Red, je n'arrive pas à le jouer, parce que justement il n'a pas assez de points de vie et pas assez de défense. Avec cette carte, il passe à 4 en défense et potentiellement vous pouvez l'immuniser aux effets d'ombre. Et en plus, son effet qui va renvoyer dans la zone de cheminement les ennemis, vous permettrait éventuellement de compenser l'augmentation de menace de la force intérieure. Donc, il y a peut-être quelque chose à jouer. Ah oui, j'avais pris le deuxième Bérégon aussi. Alors, pour le deuxième Bérégon, je vais quand même en profiter pour nuancer. Parce que l'avantage de Bérégon, en fait, c'est de jouer les attachements qu'on va jouer sur lui en réduisant leur coût. Donc du coup, c'est souvent des armes ou des armures, et les armes et les armures, elles sont pratiquement toutes restreintes dans ce jeu. Donc le problème, c'est que si jamais vous jouez cette combo-là, certes, lui, c'est pas restreint, donc vous pouvez, ça gêne pas. Par contre, il faut pas oublier que l'anneau unique, il est restreint, hein. Donc ça veut dire que vous perdez un des 2 slots d'attachement restreint que vous pouvez attacher à Bérégon. Du coup, sur Bérégon, je dirais que ça fonctionne un petit peu moins bien.
Enfin, le Bérégon tactique. Par contre, sur le Bérégon énergie, il a la bonne sphère pour jouer directement la force intérieure au premier tour. Il a les bonnes défenses, il a les bons traits pour avoir le bouclier du Gondor. Ça me paraît être une combo vraiment très forte. Bien évidemment, vous avez aussi, hein, il ne faut pas oublier, mon petit chouchou de ces dernières vidéos, le d'un pied d'acier. Il commence à 3 en défense et il peut monter jusqu'à 6. Avec cet attachement, il peut directement commencer à 4 en défense et monter jusqu'à 7 en défense. Sans rien faire, hein, juste pour une ressource. Cette force intérieure, elle est méga forte. Je suis super emballé. Déjà, l'anneau unique, moi je me force à pas le jouer pour pas jouer les événements. Là, le problème de l'anneau unique, c'est qu'en plus maintenant on a envie de le jouer pour jouer des attachements. Encore heureux, il est unique et l'avantage c'est que quand vous jouez en multi, tout le monde ne peut pas jouer l'anneau unique. Comme les mécaniques de tous mes decks, moi c'est de jouer très bas en menace, j'en ai un petit peu rien à cirer qu'on soit éliminé à 45 de menace. Ça me paraît être une super carte. Donc attention, il va encore y avoir du spoil, donc il faut recouper la vidéo. Dans les paquets suivants, on sait déjà qu'il va y avoir d'autres attachements exactement sur le même modèle que celui-là. Ils seront maîtres, donc on pourra aller les chercher avec l'anneau unique. On a déjà été spoilé sur l'attachement commandement, qui a un effet encore monstrueux, qui coûte que 1, qui va vous permettre de gagner en volonté et de buffer éventuellement la volonté de tous les personnages uniques que vous avez de votre côté de table, quoi, en jeu à vous. Donc l'anneau unique, c'est une mécanique qui s'annonçait comme étant vraiment inévitable dans ce cycle. Je pense qu'il y a énormément de façons de le jouer et cette carte, moi je vais la rentrer dans beaucoup de decks puisque je suis toujours à la recherche d'un bon défenseur, pas en tactique puisque je joue très peu tactique. Cette carte est une solution toute trouvée pour moi. Les effets d'ombre sont une des grandes problématiques du jeu. Cette carte ignore aussi les effets d'ombre. À part quelques très rares effets qui vont complètement nous bloquer. Imaginez cette carte avec un Bérégon ou même un Denethor hein, qui a direct 600 défense sans effet d'ombre avec un bouclier du Gondor. C'est trop fort quoi. Cette carte force intérieure, elle est trop forte. Voilà, bah on arrive au terme des cartes. Il en manque une. Il manque le contrat. Où est-ce qu'ils ont caché le contrat? Le contrat qui est méga fort aussi. Méga fort, l'approche du cambrioleur. Face A, vous ne pouvez pas inclure d'attachement dans votre deck. Mise en place, choisissez 14 attachements, objets ou artefacts différents de votre collection et mélangez-les ensemble. Cela forme le deck butin. Retournez cette carte et placez votre deck butin en dessous, face cachée. Donc, pas d'attachement. Hein. Et ensuite, on retourne, il y a marqué le lieu actif gagne +1 en quête pour chaque attachement qui y est attaché. Forcez, quand vous voyagez vers un lieu, attachez la carte du sommet du deck butin à ce lieu, face visible en tant qu'objectif protégé. Si cet attachement a le mot-clé protégé X, ignorez-le. Quand le lieu actif est exploré, vous pouvez ajouter à votre main ou mettre en jeu gratuitement chaque attachement protégé de ce lieu. Comme le premier contrat, ça a l'air méga fort. Alors se priver d'attachement dans son deck, ça peut être une contrainte qui est vraiment excessivement violente. Mais comme tous les autres contrats, tous les contrats ont des conditions qui sont extrêmement violentes. Là quand même, vous allez pouvoir jouer des attachements très chers, gratuits. Complètement gratos. À partir du moment où ils ont le trait objet, c'est-à-dire toutes les armes et tous les armures du jeu, c'est-à-dire tous les équipements protégés. Vous pouvez tous les jouer, ils sont tous objets. Et j'ai même trouvé une carte auquel j'avais pas pensé. Ah bah je l'ai plus là, dommage. Il y a deux cartes qui rentrent aussi dans ces effets-là. C'est l'épée qui fut brisée d'Aragorn. Et il y a aussi le piège de la nature, qui est aussi un objet. C'est le seul piège qui a le trait objet. Donc ça veut dire que comme c'est un attachement, vous pouvez aussi le jouer. Cette carte, moi, elle me paraît très fort, notamment parce qu'elle va nous permettre de jouer tous les attachements protégés en ignorant leurs conditions d'activation protégées, puisqu'il y a bien marqué ignorer, donc ça veut dire que directement vous pouvez mettre tous les attachements protégés. Vous pouvez jouer des cartes extrêmement chères comme l'armure de la citadelle, vous pouvez jouer l'armure ancestrale,
Vous pouvez jouer les 8 attachements protégés. C'est super fort. C'est vraiment super fort. Euh, Qu'est-ce qu'il fallait que je n'oublie pas de dire quand même? Le problème c'est... Ah oui, Aldan. Aldan, c'est une deuxième façon complète de jouer Aldan, hein. Vous avez Aldan, une première façon, comme je l'ai montré dans le Craft and Play. Vous pouvez le jouer avec des attachements de lieu, tout un tas dans le deck et tout. Mais déjà à l'époque, je vous avais dit qu'il fallait le jouer avec les attachements protégés parce que ça combotait parfaitement. Pour deux raisons. D'une, parce que ça allait vous permettre d'aller chercher des lieux dans le deck rencontre, et donc vous assurer qu'il y ait toujours des lieux en jeu. Deuxièmement, parce que les attachements protégés, quand ils sont attachés au lieu actif, ils activent l'effet d'Aldan, donc ils ne s'inclinent pas pour aller en quête, et quand vous allez explorer le lieu actif, vous allez piocher une carte. Là, c'est le même cas, sauf que vous allez jouer une deuxième fois, enfin vous allez jouer une deuxième manière Aldan différemment, puisqu'il y aura il y aura tout le temps, oui, 14 attachements, il y en aura pratiquement toute la partie, quoi. Sur le lieu actif, il y aura toujours au moins un attachement. Du coup, Aldan ne s'inclinera jamais pour aller en quête. Et à chaque fois que vous allez explorer le lieu, déjà vous allez gagner l'attachement, mais en plus vous piochez une carte. Donc c'est une nouvelle façon de jouer Aldan. Moi, c'est le même problème, hein. On va revenir exactement à la même question que j'avais posée lors du Craft and Play, c'est que maintenant il faut s'arranger pour jouer des lieux, quoi. Donc j'ai cherché durant la préparation de cette vidéo beaucoup de façons de jouer des lieux, de chercher des lieux dans le deck de rencontre. Vous avez bien évidemment toute la mécanique de sonde, hein, qui va vous permettre d'aller chercher des lieux. C'est compliqué à mettre en place, et dans un deck comme celui-ci, normalement vous n'aurez pas la place. Quoique, comme vous ne jouez pas d'attachement, vous avez peut-être plus de place pour aller chercher des lieux. J'ai cherché des combos à base de la voie secrète. Le problème c'est que la voie secrète, il y a bien marqué que vous ne voyagez pas, vous le mettez directement en lieu actif. Et là, le problème, c'est que l'effet forcé de la phase B de cette quête, il y a marqué quand vous voyagez vers un lieu. Donc du coup, avec la voie secrète, malheureusement, ça ne s'active pas. Ça ne s'active pas. Du coup, ça fonctionne pas avec la voie secrète, ce qui est vraiment très très dommage. J'avais même cherché un truc un peu sombre, une combo à base de vers le sud, vous savez, cet attachement qui permet de réduire la menace. Ça me paraît être un plan de jeu très très sombre, hein, donc faites-le si vous êtes désespéré. Mais il y a quelque chose à explorer. Après, j'ai trouvé toujours les deux mêmes solutions, hein. Il y a le défricheur du Nedin qui va vous servir directement à aller chercher des lieux. Et ça, c'est une mécanique qui est vraiment très intéressante. Et après, il y a la nouvelle carte, vous savez, ça s'appelle décourager les poursuivants. Mais le problème, c'est que décourager les poursuivants, c'est un attachement. Et donc, vous ne pouvez pas le jouer, puisque déjà, là, il y a marqué, vous ne pouvez pas jouer d'attachement dans votre deck. Donc, trouver des lieux, ça va être compliqué, en dehors des lieux qui sont déjà dans le jeu. Par contre, ce contrat, il est très fort dans tous les scénarios où il y a déjà énormément de lieux. Déjà, apparemment, ce scénario, il y a énormément de lieux, là. Le courroux destructeur. Si vous jouez, par exemple, les crânes de l'intendant, qu'est-ce que vous avez aussi quand vous faites la fuite d'un bar, là. Enfin, tous ces scénarios où il y a énormément de lieux à explorer. Et là, l'avantage, c'est qu'en plus d'explorer les lieux, puisque c'est une mécanique obligatoire du scénario, vous allez gagner des attachements gratuitement. Dans d'autres scénarios où il n'y a pas du tout de lieu, ça va être galère. Moi, je pense carrément à Karandros, la bataille de Karandros. On commence directement avec 3 lieux dans la zone de cheminement, directement, hein. Mais enfin, pas jouer d'attachement dans la bataille de Karandros, ça me paraît difficile quand même. Ouais. Bon, enfin, la dernière chose qu'il fallait impérativement que j'évoque au sujet de ce contrat, c'était le jeu à 2. Si vous jouez à 2, il va y avoir beaucoup plus de cartes rencontres qui vont être révélées chaque tour. Pratiquement tous les tours, quand on joue à 2, 3 ou 4, on voyage vers un lieu. Et surtout, vous pouvez jouer en combo avec un mec qui va jouer Aldan. Et l'avantage, c'est que même si vous jouez sans les attachements de lieu, Aldan, lui, il va bénéficier de tous les attachements de lieu, notamment les équipements que vous allez mettre. Et lui, il pourra mettre décourager les poursuivants. Donc lui, il pourra chercher des nouveaux lieux pour éliminer des ennemis dans la zone de cheminement. Et au passage, ça vous permettra de voyager vers plus de lieux. Et lui, il pourra aussi jouer vers le sud. Et vers le sud, comme il intervertira en permanence les lieux avec des lieux actifs, il va augmenter le nombre d'attachements qu'il y aura sur les lieux, et notamment le nombre d'attachements que vous pourrez récupérer avec l'approche du cambrioleur. Donc l'approche du cambrioleur, pour toutes ces raisons, le fait de jouer les attachements protégés gratuitement, le fait de jouer des attachements très chers gratuitement, et le fait de jouer des attachements qui sont d'une autre sphère que normalement vous ne pourriez pas jouer. Vous jouez énergie,
vous pouvez mettre une armure ancestrale. Vous n'en avez rien à cirer, puisque de toute façon, il ne faudra pas la jouer. Il y a bien marqué, mettez-la en jeu, directement, gratuitement. Chaque attachement protégé de ce lieu. Donc, dans ce pack, il y a énormément de bonnes choses, énormément de bonnes cartes. Ils ont passé à rajouter du Gondor, du tactique, ils ont rajouté du rencontre, de la sonde, des attachements protégés, de la carte maître. Ils ont mis énormément de très bonnes choses dans ce pack. Ça nous annonce un cycle 9 dantesque avec énormément de très très bonnes cartes. Au passage, ben, on voit clairement l'idée. Là, il va y avoir encore du spoil si vous l'ignorez, hein, mais déjà, on récupère une des fameuses cartes qui avait été uniquement dans l'édition américaine. Donc, ça veut dire qu'on va récupérer enfin le Gilder Inglorion, la version commandement qui est très très forte en français. Ce sera forcément un des 6 héros qui vont paraître, enfin un des 5 héros qui vont rester apparaître. Donc ça, c'est très bon. Ensuite, on voit qu'il y a un contrat dans le premier pack. On sait qu'il y en aura un dans le deuxième. On sait qu'il y en aura un dans le troisième. Du coup, ça veut dire qu'il va y avoir un contrat par paquet. Donc il va y avoir 7 contrats. Et les contrats, pour l'instant, moi, tout ce que j'ai vu, j'ai eu envie de les jouer. Je les ai joués, j'ai essayé de les jouer. Ils sont tous super sympas. Que vous jouiez en solo, des fois c'est un peu plus compliqué, mais quand vous jouez en multi, les contrats, c'est monstrueux, quoi. Et ensuite, on a aussi été spoilé sur le fait qu'il va y avoir une carte maître au moins par paquet, voire plus. Donc ça veut dire que l'anneau unique, on va pouvoir s'en servir dans plein de decks, voire dans tous les decks. Je vois une carte protégée, donc j'ai l'espoir qu'il rajoute encore 6 cartes protégées, ce qui nous augmenterait beaucoup le pool de cartes protégées, et du coup on pourrait encore plus les jouer avec le retour du roi, avec les reforgés, avec l'approche du cambrioleur, avec mon deck Aldan. Tout ça, c'est que du très très bon. Ça s'annonce vraiment une fin de cycle monstrueux. Et en plus, j'ai vite fait visionner les cartes. Bon, il y en a quelques-unes. Le franc-tireur, je trouve, on dirait qu'il a des problèmes de constipation. Mais par contre, les cartes citées, elles sont trop belles, quoi. Elles sont trop belles. On a trop envie de le jouer, ce scénario. J'adore les scénarios où il y a beaucoup de lieux, donc j'ai pas vraiment regardé, hein. Barricade improvisée. Tant que la barricade improvisée est le lieu actif, il gagne archerie 3. Ou nom de Dieu. Ça pique. On a déjà des lieux qui ont X en menace. Je sais que beaucoup de gens détestent. X est le nombre de lieux contrôlés par un joueur plus 1. On a des lieux qui ont 4 en menace. On a des ennemis orientaux qui ont l'air pas du tout contents. Oh yes, ils ressortent le système de cartes traîtrises qui sont en fait des attachements conditions. J'adore ce concept-là, même si c'est fort, hein, et donc c'est pénible. Ça a l'air super bon. Oh là là, comment elle est trop belle celle-là, pris au dépourvu. Trop magnifique. Et là, regardez celle-là, assiégée, de toute beauté. Une fois révélée, jusqu'à la fin de la phase, ajoutez X de menace à la zone de cheminement, X étant le nombre de lieux contrôlés par un joueur plus 1. Ombre, l'ennemi attaquant gagne plus 1 en attaque. Si cette attaque détruit un personnage, renvoyez un lieu que vous contrôlez avec la menace la plus élevée dans la zone de cheminement. Celle-là aussi, la revanche d'Ulcor. 2 quêtes seulement, 2 étapes de quête. Bon, je ne vous en spoile pas plus, j'estime qu'il y a déjà eu suffisamment de spoil. Allez, je vous laisse là, c'est Exiliox pour le Seigneur des Anneaux, à de suite pour le scénario, ou pour un des scénarios de la saga, parce que j'ai très envie de jouer Tom Bombadil aussi. Allez,